Donc moi, je vais simplement revenir un tout petit peu avant. Je ne vais pas vous parler des nouveaux traitements en phase avancée. Anatole l'a bien compris, hein, on a vraiment fait des avancées. Le progrès, le temps le dira. Mais en tout cas, on a des avancées. Moi, je vais vous parler de ce qu'on peut essayer de faire donc avant, et notamment, et vous le savez dans cette salle, on va parler des hormonothérapies. Des hormonothérapies et des enjeux aujourd'hui des nouvelles hormonothérapies dont vous entendrez beaucoup d'acronymes ou de synonymes. Hormonothérapie renforcée, hormonothérapie prolongée, hormonothérapie ciblée, optimisée. Tout ça pour vous dire qu'en fait, les hormonothérapies changent aussi. Et je vous rappelle quand même que 80% des cancers du sein opérés aujourd'hui en France sont dépendants des hormones dites féminines, c'est-à-dire des œstrogènes. Il y a un lien de dépendance, un lien nourricier entre les cellules tumorales et ces hormones. Et quand on parle d'hormonothérapie, en fait, on parle de traitement anti-œstrogène, avec différents mécanismes d'action. Et vous savez, donc, puisque 8 femmes sur 10 est opérée aujourd'hui avec un cancer hormonodépendant, 8 femmes sur 10 recevront une hormonothérapie indépendamment des traitements chirurgicaux, chimiothérapiques et radiothérapiques. Alors simplement, on va s'attarder pour les nouveaux enjeux aux femmes dites à risque. On vous l'a dit peut-être dans la matinée, l'immense majorité des cancers du sein est curable. 80, presque 90% des cancers du sein sont aujourd'hui curables. Même si cette curabilité, elle passe par différents traitements, on préfère le moins possible de traitements, mais c'est curable. Néanmoins, il y a une petite fraction de la population qui reste ce qu'on appelle à haut risque. Haut risque pour nous, c'est qu'en dépit des traitements de référence d'aujourd'hui, elles ont un risque majeur de rechuter dans les 5 ans qui suivent leur intervention chirurgicale. Et je parle de rechute métastatique, on vient d'en parler, de rechute donc malheureusement entraînant un autre cycle dans l'histoire de la maladie, un cycle chronique long et parfois douloureux. Et que le meilleur traitement, vous le savez, d'une métastase, c'est d'éviter qu'elle survienne. Donc encore une fois, le vrai challenge, c'est qu'en amont, au moment où elle est opérée, on puisse, reconnaître cette femme qui a encore, du fait des caractéristiques de sa maladie, un risque important de rechute, et de changer, d'améliorer nos traitements de référence. Bon, ça c'était simplement une petite courbe, mais pour vous montrer qu'en fait, et ça, on a beau faire beaucoup de progrès, on reste sur des critères de haut risque très simples. Plus c'est gros, plus il y a de ganglions atteints, et plus c'est prolifératif, et moins c'est bon. Alors, il n'y a pas d'allantopathologistes dans la salle, vous savez, celui qui regarde sous microscope, et vous savez qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on ait un facteur prédictif de mauvais pronostic, mais en gros, c'est quand même ça qui reste encore aujourd'hui. Et le seuil, il est, on va dire, à 4 ganglions et plus, en termes de ganglions sous le bras atteints, ou de 5 cm de tumeur, et ce qu'on appelle les grades 3 et les proliférations élevées. Alors, on est quand même dans une escalade thérapeutique. Ça, vous l'avez compris, on n'est pas là dans une réduction des hormonothérapies, on est plutôt dans une escalade. C'était très simple il y a quelques années. Et nous, on adore ce qui est simple. D'abord parce qu'on transmet mieux le message, et parce que c'est plus confortable, il faut le dire. Avant, c'était la femme est non ménopausée, c'est 50 tamoxifènes. Je pense que le mot tamoxifène est assez connu ici. Et puis, lorsqu'elle devient ménopausée, on changeait un peu avec un autre médicament qu'on appelle un inhibiteur de l'aromatase pour la même durée, 5 ans. Ça, c'était très simple, assez clair, facile, et la prescription, à tort probablement, était aussi facile. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. D'abord, chez la femme non ménopausée, on va lui proposer, en plus de ce petit comprimé qu'elle prendra pendant 5 ans, de mettre au repos ses ovaires, ce qu'on appelle la suppression ovarienne, pour une durée de 5 ans, avec des petites piqûres. Je vous rappelle qu'elle est jeune, elle peut être aussi dans un projet de maternité, et que là, c'est double dose, cataclysme, pendant 5 ans, ménopause brutale, elle n'est pas progressive, elle n'est pas naturelle. Ménopause brutale, report, voire annulation d'un projet de maternité, plus l'anti-hormone, avec tous les effets secondaires dont on parlera rapidement. Et puis, il y a aussi, et vous le savez, une prolongation de l'hormonothérapie. On va bien au-delà des 5 ans maintenant, jusqu'à 10 ans dans certains cas. Attention, pour les femmes, à risque. C'est 15% de notre population de patientes. Mais c'est celle qu'il faut, entre guillemets, traiter au mieux, c'est elle qui rechute. Donc il faut vraiment y faire attention. Et puis très récemment, ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Anatole a brillamment parlé un peu de ces thérapies ciblées, même si ce dont il a parlé n'est pas encore en phase précoce, ça arrivera peut-être. Donc on va aller très vite. La femme jeune, vous l'avez compris,
À partir du moment où sa tumeur présentait des facteurs de risque, de rechute, hein, quand on dit facteurs de risque, c'est des facteurs de rechute, et encore une fois, on ne parle pas de rechute locale dans le sein, on parle de rechute métastatique. Eh bien, il faut lui proposer une suppression ovarienne avec petite piqûre mensuelle qu'on fait pendant 5 ans, en plus de son hormonothérapie. Alors tout ça, on peut céder, ça je vous ai mis un exemple, hein. On n'est pas dogmatique. Anatole l'a dit, c'est des traitements individualisés. C'est-à-dire qu'on va mesurer le bénéfice qu'on apporte par rapport au risque attendu et en discuter avec la patiente. Et on a pour ça des logiciels qui nous permettent de vraiment fixer le bénéfice attendu, de rajouter une ménopause profonde, brutale, pendant 5 ans à un traitement hormonal. Donc ça se fait comme ça. Mais ça a un prix, tout ça, en termes de qualité de vie. Et je pense que toutes les femmes qui ont reçu une hormonothérapie le savent ici. Hein, c'est bien sûr les bouffées de chaleur, enfin tous les symptômes liés à une ménopause brutale. Elle n'a pas eu le temps de s'installer progressivement. Les raideurs articulaires, la sécheresse vaginale, la diminution de la libido, les troubles sexuels. On avait la chance d'avoir Madame Adler tout à l'heure, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais en tout cas, oui, elle est là au bout. Hein. Il y a 2 jours encore, je l'entendais parler lors d'une conférence, elle est remarquable, cette femme. Et donc, elle est parfaitement au courant de tout ça. Et puis après, il y a les problèmes ostéo-articulaires, hein, les raideurs articulaires le matin quand on se réveille, etc. C'est pas temporaire. La chimio, c'est temporaire, c'est 6 mois, c'est réversible. Là, c'est 5 ans. Donc, il faut savoir comprendre tout cela lorsqu'on fait cette proposition thérapeutique. Alors, non seulement on fait ça, mais maintenant, on prolonge en plus l'hormonothérapie pour 10 ans uniquement pour les femmes à risque. On va pas revenir dessus, sinon j'aurais pas le temps. On prolonge aussi les autres médicaments, ceux qu'on donne aux femmes ménopausées, les anti-aromatases. C'est-à-dire que non seulement on va transmettre 5 ans de traitement hormonal, mais maintenant on le prolonge uniquement pour celles qui en relèvent. Ganglion atteint, grosse tumeur, je suis très schématique, mais c'est comme ça qu'on... Mais c'est important, parce que bien sûr, je ne vous ai pas mis les résultats, mais tous ces éléments améliorent la guérison, diminuent le risque de rechute. Là aussi, on s'aide de certains scores. Et puis voilà, c'était un peu l'objet de ce topo, et je dois être rapide, parce que d'abord, je suis en retard, et puis vous avez faim. C'est, au-delà des hormonothérapies, de la prolongation, de la suppression ovarienne, on va rajouter des thérapies ciblées maintenant, pour certaines situations. C'est-à-dire que cette femme va avoir ses traitements de référence, la bonne chirurgie, la bonne radiothérapie, la chimiothérapie adaptée, l'hormonothérapie de référence, mais on va associer un autre médicament qu'on appelle une thérapie ciblée uniquement encore pour les patientes à risque. Alors les 2, aujourd'hui, molécules qui peuvent être associées, qui sont là, hein, elles sont en cours d'utilisation depuis peu de temps. 6 mois pour l'un, 1 an pour l'autre. Eh bien, ce sont les inhibiteurs de cycline, et pour une population très particulière qu'on appelle les femmes mutées, vous savez, celles qui, malheureusement, ont hérité du papa ou de la maman une prédisposition génétique. J'ai vu qu'il y avait 2 grands généticiens dans la salle ici qui vont en parler juste après moi, qu'on appelle BRCA. Eh bien, il faut ajouter, si elles sont à risque, un médicament spécifiquement dirigé contre cette anomalie que leur confère cette mutation et qui améliore la guérison. Alors, les inhibiteurs de cycline, pourquoi j'en parle? Parce que c'est aujourd'hui, ça. Alors, on va revenir au cours de sciences naturelles. Hein. C'est vieux, je sais, mais bon. Vous savez qu'une cellule, pour qu'elle se divise, il faut qu'elle rentre dans un cycle cellulaire. Que ce cycle cellulaire, comme tous les mécanismes biologiques, est beaucoup plus complexe que ce qu'on apprenait évidemment à 11 ans, hein, et qu'il existe toute une cascade de signaux enzymatiques qui permet de dire à la cellule qu'elle peut rentrer dans le cycle. Elle se divise en répliquant son matériel génétique. Tout à l'heure, Anatole l'a parfaitement dit. Et donc, il faut évidemment bloquer ce cycle cellulaire pour éviter qu'une cellule tumorale puisse se diviser. Et d'autant plus que les œstrogènes, dans ces tumeurs dépendantes des hormones, vont stimuler la croissance du cycle cellulaire. Hein, je vous dis, c'est un lien nourricier. Donc on a trouvé des petites molécules, qu'on appelle les inhibiteurs de cycline, qui vont bloquer l'entrée dans ce cycle cellulaire et rajouter un effet antitumoral à l'hormonothérapie traditionnelle. Alors pour être très très clair, en fait, il y a une grande étude, ne cherchez pas, hein, c'est juste un schéma. Des femmes à risque, plus de 3 ganglions atteints, lorsqu'on leur fait leur curage axillaire, ou une grosse tumeur de plus de 5 cm et un grade 3, 15% de notre population de patientes opérées, c'est pas rien non plus, hein. C'est une patiente sur 7. Hein. Eh bien, on le sait, avec tous nos meilleurs traitements, malheureusement, 20 à 30% d'entre elles développaient des métastases dans les 5 ans, hein, métastases très précoces. Et donc, à ces patientes, on a proposé, en plus de leur traitement habituel, de leur donner cet inhibiteur de cycline pendant 1 an. En l'occurrence, c'était 2 ans dans cette étude. Il y en a des études avec 1 an, mais ça n'a pas marché. Pendant 2 ans. Et on a regardé ce qui se passait. Et comme je vous l'ai dit là, hein,
peut-être que je peux pas revenir en arrière, si. Voilà, réduction d'un tiers. Alors, c'est pas 100%, hein, mais réduction d'un tiers de ce risque de métastase à 4 ans. C'est majeur, hein, c'est une avancée majeure. Et donc, évidemment que c'est devenu un standard aujourd'hui pour ce type de patient, pas pour tout le monde. Le problème, c'est 2 ans d'un traitement supplémentaire et qui est loin d'être anodin en termes d'effets secondaires. D'arrêt, parfois très invalidante, hein, au point que votre vie sociale devient complexe. Vous avez vos gélules d'Imodium dans le sac à main, vous n'osez plus faire de courses, vous n'osez plus aller au restaurant. Ça, c'est la caricature, mais elle existe. Et donc, des arrêts de traitement. Et puis, ça rajoute de la fatigue, ça rajoute des petites choses. Je vais vous dire pourquoi c'est important de gérer ça. Deuxième thérapie ciblée, très rapide, peut-être que nos généticiens en parleront, c'est uniquement pour les femmes mutées, avec cette mutation BRCA1 ou 2. Alors, très souvent, on associe la mutation avec les cancers qu'on appelle triple négatif agressif. C'est faux. Il y a aussi près de la moitié de ces patientes mutées qui ont des tumeurs dépendantes des hormones. Et donc, on va ajouter à l'hormonothérapie un médicament pendant 1 an. Et là, c'est 40% de réduction du risque de métastase. C'est énorme. C'est un vrai progrès. Et on les guérit plus, hein, parce que qui dit absence de métastase dit guérison. Donc ça, c'est aussi un gros progrès. Là aussi, eh bien, il y a des effets secondaires supplémentaires par rapport au traitement classique, avec notamment beaucoup de fatigue, parfois des nausées, de l'anémie, vous savez, c'est une baisse de globules rouges qui peut participer à cette fatigue. Donc tout ça pour vous dire que c'est 40% d'arrêt de nos traitements hormonaux aujourd'hui. L'adhérence, l'adhésion, la compliance, tout ça, ça veut dire la même chose. Une femme sur 2, ou presque, va arrêter son traitement hormonal pendant les 5 ans. Donc on a d'énormes progrès à faire pour améliorer cette adhérence en termes de qualité de vie, d'information, de parcours de soins. Parce que qui dit arrêt, dit perte de chance. Qui dit perte de chance, dit augmentation du risque de rechute. C'est pas moi qui les invente, hein, c'est des données de vie réelle à partir d'une base de données qu'on appelle la base Canto, qui est assez extraordinaire. Donc il faut améliorer cette adhérence. Ben, comment? En gérant ces effets secondaires. Alors gérer, c'est un grand mot. Hein. Idéalement, il faut les éviter. Pas toujours possible. Mais en tout cas, essayer de les prévenir. Et donc de revoir complètement notre parcours de soins. L'hormonothérapie, alors je suis caricatural comme toujours, ça se prescrivait en fin de rayon. Hein. Nos collègues radiothérapeutes nous adressaient, ou eux-mêmes le faisaient parfois, nous adressaient la patiente, prescription de l'hormonothérapie, madame, c'est fini, votre traitement hospitalier c'est terminé, vous allez revivre, la renaissance arrive dans quelques semaines, mais n'oubliez pas de prendre quand même votre petit médicament là, le petit comprimé tous les jours. Bon d'accord, ok, ça donne un peu de bouffée de chaleur, mais c'est pas très grave, vous vous habituerez. Alors je suis caricatural, mais c'était un peu ça. Aujourd'hui, il va falloir vraiment changer notre façon d'être, parce que c'est plus tout à fait ça. Il y a aussi d'autres effets secondaires. Et c'est ma conclusion. Les messages, c'est quoi? Et on en a parlé ce matin. Le rôle important des associations. Là, pendant tout le week-end, c'est Octobre Rose, on a eu beaucoup d'associations, mais le rôle, le travail qu'elles font est considérable. Le travail des infirmières de pratique avancée. Et là, je m'adresse à l'établissement. J'aimerais bien que nous en renforcions nos équipes. Elles sont primordiales, les infirmières de pratique avancée, à condition qu'on leur attribue bien la fonction qui correspond à leur poste. Petit message intrinsèque. D'accord? Et donc, ben voilà, prolongation du tamoxifène. Allez, c'est plus 5 ans, c'est 10 ans. Prolongation des anti-aromatases et suppression ovarienne chez la femme jeune. Donc, on n'est plus dans des petits traitements comme ça de complément. Hein. Et puis maintenant, l'abémaciclib, cette fameuse inhibiteur de cycline, aujourd'hui autorisé, aujourd'hui financé, c'est 3 000 € par mois pour 2 ans. Là aussi, il ne faut pas qu'elle le jette à la poubelle, hein, et qu'elle nous dise après, je le prends bien, docteur. D'abord, on a un peu les moyens de le voir sur les prises de sang, hein, je vous rassure. L'ajout de l'olaparib, alors l'olaparib, je crois que c'est même 6 000 € hein, par mois de traitement pendant 1 an. Donc vous voyez que c'est aussi un coût et que la toxicité économique, comme on dit chez nous, de ces médicaments est loin d'être négligeable. On a beaucoup de chance en France. Donc améliorer l'adhérence, la tolérance, la qualité de vie. Et c'est cette dernière phase. Ce n'est plus uniquement une prescription médicale. Ce n'est plus une prescription du médecin, oncologue, radiothérapeute, chirurgien. C'est tout un parcours qu'il va falloir remettre en place pour ces patientes en fin de traitement hospitalier. On ne peut pas leur dire au revoir, on se revoit dans 6 mois avec un bilan, hein, avec nos amis radiologues. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Elles vont arrêter le traitement. Elles vont, en plus, vous savez qu'il y a le syndrome de post-traitement blues, hein, l'équivalent
baby blues, se sentent abandonnés, là, etc. Et donc, il faut tout revoir. Il faut des consultations précoces, il faut nous aider des IPA, de tout ce qui peut aider. Les associations font un travail, encore une fois, remarquable. Alors, maintenant, on est à l'ère de l'application. Le problème, c'est qu'on va avoir autant d'applications maintenant que d'associations, donc ça va être un peu compliqué de choisir les bonnes, n'est-ce pas, Nathalie? Donc, ça va être un peu compliqué, mais vraiment, il faut nous aider. Et nous, médecins, on doit revoir les choses. C'est comme une consultation d'annonce, en fait. On prend le temps lors de la première annonce qu'il va falloir des traitements complémentaires. On prend le temps lors de la première annonce du cancer. Nous devons de prendre le temps de la prescription de ces nouvelles hormonothérapies, de toute hormonothérapie quelle qu'elle soit. Voilà ce que je peux dire pour tenter d'améliorer encore la façon dont on prend en charge nos patientes. Merci en tout cas de votre attention.